Aujourd'hui, un recruteur passe en moyenne 30 secondes sur ton CV, parfois même moins. Autant dire que chaque mot compte. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu du coup dans le titre, je vais vous parler CV, Curriculum Vitae, et je vais me concentrer sur le fond du CV, ce que tu écris finalement, les infos que tu choisis ou pas d'ailleurs de mettre en avant. Je vais pas parler pour l'instant de la mise en page, pas les couleurs, ça sera une autre vidéo. Là, tu vas voir, on va tout simplement regarder les petites choses toutes simples qui font une énorme différence et des erreurs qu'on voit bien trop souvent quand on reçoit des CV de candidats. Objectif, éviter les pièges, valoriser ton profil et être pertinent. Je vous ai listé 10 conseils, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus. Mais on va, en tout cas pour cette première vidéo, se contenter des 10 principaux conseils que je peux vous donner. C'est parti pour le premier. Je me suis basée du coup, je vous ai créé un faux CV qui réunissait quelques petites informations, voilà. Et on va commencer par la première chose qu'on voit, le titre du CV. Et je vais rajouter le titre du fichier. Mais ça, je vais revenir là-dessus. Donc, commençons avec ce détail que beaucoup négligent, le titre du CV, celui qui apparaît en haut de la page. Donc, si on voit ce faux CV, c'est marqué à la recherche d'un emploi. Sauf que le CV en 30 secondes, ça par exemple, si vous m'envoyez un CV, forcément c'est que vous cherchez un emploi. Ça peut être un stage, par contre, ça peut être un contrat d'alternance. Et là, il faudra le préciser. Mais ce qui est important, c'est quand même de voir pour quel poste vous envoyez votre candidature. Attention, ce titre, il doit vraiment parler aux recruteurs parce que voilà, le CV, il peut être lu par une personne soit débutante, soit confirmée dans les ressources humaines, mais ça peut être aussi un chef d'équipe, un directeur d'une entreprise, un responsable. Donc c'est sûr que quand on met des choses vraiment très particulières comme par exemple export compliance spécialiste, c'est pas gagné parce que c'est de l'anglais, parce que c'est des intitulés peut-être d'une autre entreprise qui va pas être les mêmes intitulés dans l'entreprise où vous postulez. Donc vraiment, faut adapter. Si tu connais l'intitulé exact du poste dans l'entreprise, utilise-le. Sinon, passe sur un titre un petit peu plus généraliste, mais clair. Par exemple, si je prends les ressources humaines, c'est chargé de recrutement. Si c'est comptable, c'est comptable PME, comptable spécialisé dans tel ou tel domaine. Mais voilà, deux, trois mots pour donner un petit peu déjà une première information pour le recruteur quand il voit le CV. Par ailleurs, et je le disais tout à l'heure, chose très importante aussi, le nom du fichier que tu envoies. Alors, j'avoue que c'est 90% c'est négligé. Moi, enfin, je dis 90%, c'est du ressenti. Attention, tout ce que je vais vous dire là, c'est mon expérience dans les ressources humaines. Bien entendu, ce n'est que mon avis, je n'engage pas la profession entière. D'autres recruteurs vous diront peut-être l'inverse de ce que je vous dis. Voilà, donc en plus, ça dépend tellement du pays dans lequel vous postulez, de la région, également du poste, du secteur dans lequel vous postulez, que là, je vais plutôt parler en généralité. Voilà. Mais le nom du fichier, franchement, souvent je souris, voire je rigole quand je les lis et c'est vraiment pas le but. Mais il faut savoir que quand on reçoit, ça peut être un PDF, ça peut être un Word, ça peut être n'importe quel fichier, il y a le titre qui apparaît dans l'email et franchement, le nombre de fois, et je vous jure que c'est vrai, où j'ai reçu un CV parce que la personne pour trier ses CV chez elle, va mettre CV sans photo ou CV avec photo beau gosse. Bon, ok, très bien. Mais faut que ça reste vraiment pas de fantaisie, simple, pro, parce que ça en fait partie. Et moi, je conseille souvent, c'est de mettre CV, votre nom, votre prénom, éventuellement l'intitulé du poste. Ça va aider le recruteur à s'y retrouver et quand il va trier les candidatures, il retrouvera le fichier plus facilement si vous avez votre nom, prénom et votre poste. Voilà.
Donc ça, c'était pour la petite introduction, mais c'est vrai que le titre en haut d'un CV, quand même, c'est vachement important. Je vous donne les conseils, ils sont pas forcément dans l'ordre du CV ou ils sont pas forcément dans l'ordre d'importance, bien entendu. Hein, c'est juste pour donner quelques infos. Dans les questions qu'on me pose souvent en tant que recruteur et que moi j'aurais pas mis, mais voilà, ça reste une option facultative. On me demande, mais faut-il mettre ses prétentions salariales et la durée de son préavis? Si c'est demandé dans l'annonce, oui, pourquoi pas, mais sinon, évitez en tout cas de mettre ça en haut d'un CV. C'est vrai que je le vois de plus en plus. Mais en fait, on va lire ça en premier alors qu'on n'a même pas commencé à regarder quelle était votre expérience, si vous êtes jeune, débutant ou pas. Voilà, donc voilà, moi le mieux c'est soit si c'est obligatoire, tu le mets en fin de CV, voilà, ou dans la lettre de motivation. Par contre, si jamais c'est pas obligatoire, c'est pas demandé, moi je conseille plutôt l'aborder en entretien. Moi, c'est souvent le cas en recrutement, hein, c'est vraiment lors de l'entretien parce que de toute façon, ça dépend aussi des missions. Voilà. Mais ça, c'est vrai que des fois, je vois le titre avec en dessous la durée du préavis, etc. Autre information, là, c'est pas noté, mais c'est pas grave, c'est la localisation. Vous voyez, un préavis, salaire souhaité, mais ça, c'est vraiment un exemple, hein. Je vous ai fait un condensé de ce que j'ai vu. La localisation, là, qui est pas mis, bah, c'est un vrai sujet. Si tu habites à côté du poste, bah, tu peux indiquer ta ville ou voire même un quartier si on est dans une très grande ville et si c'est pertinent en fait parce que si finalement c'est desservi par les transports en commun ou le réseau et que c'est assez facile, voilà. Par contre, si tu habites loin, pas de panique, tu peux indiquer dans ton mail d'accompagnement ou sur ta lettre de motivation ou sur le CV que voilà, oui, tu habites peut-être très loin, mais que tu as une solution, que tu as déjà réfléchi. Parce que ça aussi, ça peut faire peur à un recruteur quand il est sur, je sais pas, dans une toute petite ville en Bourgogne et que la personne bah, postule et qu'elle vient de Bretagne. Ben, on peut des fois se poser la question, est-ce que la personne a bien vu où on était, etc. Donc, faut pas hésiter si on postule vraiment loin, c'est vraiment bah, d'indiquer que ça peut être tout simplement, j'habite dans telle ville, mais proche à proximité, hébergement temporaire envisagé, déménagement à long terme. Enfin, voilà, ça peut être des petites informations, pas forcément sur le CV, mais au moins en accompagnement. Parce que c'est vrai que bah, faudrait rassurer en tout cas le recruteur et pas se faire éliminer pour une interprétation. D'ailleurs, à ce niveau-là, puisque là on est dans ça, là c'est mis, hein, mais petit conseil bonus, hein, n'oublie pas ton numéro de téléphone et ton mail dans cette partie du CV parce que moi ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de recevoir un CV ou qu'on me dépose à l'accueil un CV, je n'ai que le nom, prénom, je n'ai absolument aucun moyen de contacter la personne, ce qui est un peu dommage quand même. La photo, puisqu'on la voit ici, grande question, faut-il mettre une photo? Alors là, il n'y aura pas de réponse type, puisque ça dépend vraiment, en fait, de où vous postulez, quel poste, le secteur, en fait. C'est pas obligatoire. Mais par contre, il y a des secteurs, communication, hôtellerie, je crois, que la photo, si elle est bien faite, peut aider. Si t'as pas de photo pro, franchement, abstiens-toi. Bon, celle-là, elle est un peu festive, on va dire, et ça fait pas totalement pro, mais elle reste correcte. Voilà, mais il y en a certaines, elles peuvent même renvoyer des mauvaises images si elle n'est pas récente, si elle n'est pas sobre, si elle n'est pas pro. Je donne un exemple, c'est souvent les photos au mariage d'un pote, parce qu'on est plutôt bien habillé au mariage d'un pote, mais par contre on a le bras de quelqu'un autour de sa tête, voilà, il n'y a pas d'intérêt en fait. Moi personnellement, en tant que recruteur, je ne m'attarde pas sur la photo, mais parce que je suis dans des secteurs où il n'y en a pas besoin. Voilà, après, faites comme vous le sentez, mais si vous le faites, soyez sobre, soyez pro et soyez avec une photo récente. Ensuite, eh ben, on a les expériences. Voilà, toute cette partie-là. Tu as plusieurs expériences, bah, prends le temps de vraiment bien les organiser. Le plus simple et le plus clair quand même pour un routeur, c'est l'ordre chronologique inverse, c'est-à-dire on commence par l'expérience la plus récente jusqu'à l'expérience la plus ancienne. Par contre,
Voilà, ça c'est chronologique, mais si jamais tu as un parcours un peu varié avec différentes missions, différents postes, tu peux très bien créer des sous-catégories. Par exemple, commercial, communication, et puis je ne sais quoi, gestion de projet, par exemple. Ça peut se faire. Par contre, il faut que ça soit assez clair. Voilà, ça, il n'y a pas vraiment d'ordre du moment que c'est compréhensible. Par contre, attention, ne mettez pas toutes les petites missions si vous avez une longue carrière, parce que ça alourdit vraiment. C'est-à-dire que si vous... voilà, c'est plutôt si on est sur un profil, par exemple, je sais pas, boulanger, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas d'aller dire qu'on a fait une mission il y a 15 ans d'une journée en tant que facteur? Bon, à part dire éventuellement, et là aussi c'est tiré par les cheveux, mais pourquoi pas que facteur, tu as eu une expérience avec contact client, mais voilà, faut pas alourdir non plus un CV, voilà. Et deuxième info importante sur les expériences, attention aux dates qui se chevauchent. Ça peut arriver de se tromper. Bon, là, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on voit 2015, 2019, 2015. On ne sait plus vraiment quelle est la date, mais on aurait pu avoir 2015-2022 et que ça soit chevauchant avec celle-là, et on se demande des fois, enfin, ça met un doute, et en fait, on comprend pas tellement le parcours. Voilà. Au niveau de la taille du CV, des fois on me pose aussi souvent la question, euh, une ou deux pages, voilà, c'est souvent ça la question. Moi je dirais simplement, si tu es un jeune diplômé ou que tu as peu d'expérience, une page, franchement, ça suffit. Si tu as plus, allez, je sais pas, peut-être plus de 10 ans d'expérience et que tu as vraiment envie de détailler, bah là, tu peux aller sur deux pages. Par contre, c'est vrai que moi, en toute transparence, des CV de 3 pages et plus, je vais soit lire en diagonale, soit j'aurai pas le temps de lire et ça me fera un peu peur, j'avoue. Voilà. Au niveau des autres catégories, donc là, au niveau, alors je vais prendre celle-là, centre d'intérêt. Un bon centre d'intérêt peut largement illustrer une qualité pro, hein, parce que là, on le voit, c'est ce qu'on appelle les soft skills, donc les qualités personnelles. Mais voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, va falloir un petit peu détailler. C'est-à-dire pourquoi on a mis cela et comment. Je vais vous faire voir tout à l'heure avec un CV un peu plus détaillé. Mais voilà, si c'est juste pour écrire voyage cinéma foot, c'est pas forcément que pertinent. Faudra un petit peu détailler, mais je vais vous faire voir ça dans le CV. Au niveau huitième conseil, là c'est au niveau tout simplement des langues. Alors là, il n'y en a pas, mais souvent, les langues, arrêtez, je vous en prie, arrêtons tous avec les petits ronds, les petites étoiles, les petites barres pour noter son niveau d'anglais ou de langue. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire et j'ai parfois vu un candidat, donc ça j'en ai un en mémoire et c'était l'année dernière, il y avait un rond de couleur sombre de mi et quatre couleurs claires pour indiquer qu'il avait un niveau d'anglais, de mémoire c'est l'anglais ou l'espagnol, voilà, et moi je lui dis, bon bah du coup vous êtes à 1/5 puisqu'il y avait un sombre sur 5 en tout. Donc je dis c'est premier niveau, c'est niveau scolaire. Il me dit ah non, non, ça veut dire que je suis à 4/5. Bah voilà. C'était pas très clair parce que le niveau finalement, lui estimait que c'était les couleurs claires qui voulaient dire que, et elles étaient à droite. Et moi pour moi on commence à gauche le niveau, hein, on monte petit à petit et voilà. Ça peut être hein, quelque chose qui peut pénaliser. Moi ce que je préfère c'est plutôt, si vous le connaissez, c'est le cadre, je crois que c'est CRL, je crois de mémoire, qui indique un niveau qui va de A1 à C2 que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Et ça vous permet en effet d'avoir A2, c'est communication et échange simple sur des sujets familiers et habituels. C'est plutôt des petits sujets, donc c'est niveau scolaire un peu plus développé et on va jusqu'au C2 où là par contre on est sur un très haut niveau et ça marche pour toutes les langues forcément. Et sinon, encore mieux, mais ça, c'est pas toujours évident, c'est d'avoir une note pour le TOEIC ou le TOEFL. Voilà.
Le but, c'est tout simplement d'être compris clairement, pas de jouer au graphiste en faisant des petits ronds, des petites étoiles, parce que du coup, on peut passer clairement à côté et au pire, vous indiquer clairement ce que vous faites avec. Voilà, ça peut être niveau courant, écrit, professionnel, oral, pratiqué 2 fois ou 3 fois dans l'année. Ça peut être peu importe ce que vous voulez. Au niveau ici des formations, ce qui valorise ton profil pour le poste visé, tu l'indiques, hein, pas de souci, mais pas besoin de tout lister. Je reprends encore mon exemple de boulanger. On n'a pas besoin de voir que tu as eu le brevet de natation. Voilà. À moins qu'il y ait besoin de boulanger à la piscine et qu'il faut faire sauveteur, nageur, maître nageur entre-temps. Mais voilà, ça va alourdir en fait la lecture. Et peu pour certains, moi je dis pas toujours parce que ça je passe et puis voilà, c'est des petits conseils, hein, il n'y a rien de très dramatique dans ça, mais c'est vrai que ça peut aussi faire ressentir à certains un manque d'esprit de synthèse. On est venu mettre un petit peu tout. Donc les diplômes récents, ceux qui sont pertinents et ceux éventuellement qui peuvent faire la différence, voilà, qui sont attraits à ton métier. 10e conseil enfin, les soft skills. Donc là, c'est tout ce qui va finalement être les qualités personnelles et professionnelles qu'on peut avoir. Donc oui, on peut en mettre, mais par contre, c'est pas une liste de supermarché, clairement. Donc là, on le voit, un dynamique, recours, motivé, polyvalent, organisé, créatif. Bon, oui, oui, ok. Mais fais simple. Pour moi, voilà, petit conseil, deux, trois qualités max. Et surtout, tu les montres dans tes expériences. On va lister ça finalement pour expliquer un petit peu pourquoi on a ces qualités-là et comment, par les expériences, on a pu mettre en œuvre. Voilà. D'ailleurs, quand on dit rigoureux, par exemple, c'est souvent mis, hein, rigoureux. Je pourrais vous faire une liste peut-être des qualités les plus citées, hein, si ça vous intéresse. Mais voilà, quand on dit rigoureux, et là ça va être un conseil bonus hein, finalement, j'en ai déjà donné un tout à l'heure mais j'en donne un en plus. Petit conseil, faites super attention aux fautes d'orthographe. Alors ça peut être des fautes de frappe, ça peut être des fautes d'inattention, mais faites relire votre CV. Moi j'ai déjà vu des fautes d'attention, alors peu importe le niveau, hein, c'est même pas une histoire de ouvrier, employé, agent de maîtrise cadre, ça n'a rien à voir, tout le monde en fait. Par contre, j'ai déjà vu des fautes dans l'orthographe de la ville, du lieu de résidence du candidat. Et là, on se dit, il l'écrit plein de fois dans tous les formulaires. Il sait, bah, sauf s'il vient d'emménager, mais franchement, ça fait moyen. Voilà. Donc, voilà, un petit peu vous donner des petits conseils, des petites astuces. Je vous en ai cité 10 plus 2 bonus. Je vais vous faire voir un petit peu. Alors attention, je ne suis pas du tout sur la forme. La forme, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On est vraiment un petit peu sur le fond, plutôt. Donc si on reprend hein, rapidement le nom, prénom, le poste, après on agrandit, on diminue, on met une photo et on repousse ça. Voilà, je vous dis la forme, je ne m'en préoccupe pas ici. Vous voyez, c'est assez clair, il y a les expériences, il y a le détail en fait de ce que vous faites, avec également quelques indicateurs ou quelques précisions. C'est assez important, par exemple, création de contenu visuel, qu'on sache un petit peu sur quel type de logiciel vous avez travaillé. Voilà. Si vous êtes, je sais pas, soudeur, ça peut être le type de qualification ou le type de métaux qui est employé dans l'entreprise. Voilà, tu mets ce que tu veux. Ouais, vous voyez, je sais pas si vous avez vu pour vidéo où je tutoie et vous vois parce qu'en fait le vous pour moi représente vous tous et le tu c'est quand je m'adresse vraiment à toi. Donc si je passe du tout tu ou vous, désolé, c'est peut-être pas terrible, vous me direz en commentaire d'ailleurs, mais voilà. Allez, on reprend l'explication. Donc, un petit peu de détails. Mais voilà, tes soudeurs, tu peux mettre les différents alliages. Coiffeuse, tu peux mettre les différents coiffeurs ou coiffeuses, les différentes prestations que tu as été capable de mettre en œuvre, etc. Au niveau formation, l'essentiel. Au niveau des langues, voilà, niveau courant, échange oraux et écrit avec un niveau B2. Et au niveau des centres d'intérêt, c'est là où je vous disais tout à l'heure que j'allais vous montrer par l'exemple. Illustration de BD, c'est compétences en création de visuels. Course à pied, c'est pour de la discipline, de la régularité.
bénévolat dans une association locale, contact humain, travail en équipe. Il n'y a pas de bonne réponse dans ce que vous voulez mettre en avant. Ça dépend aussi peut-être du poste dans lequel vous êtes. Par exemple, ça peut être bénévolat dans une association, puis vous postulez pour un poste à responsabilité. Bah, tu peux indiquer clairement responsable, travail en équipe, capable de fédérer. Enfin voilà. Il faut vraiment que tu adaptes ton discours en fonction finalement des compétences que tu veux mettre en avant. Voilà, donc un bon CV, ce n'est pas qu'une belle page, ça on y viendra après. C'est avant tout un contenu cohérent, bien structuré et adapté à l'entreprise que tu recherches. Tu peux très bien avoir plusieurs CV en fonction des postes. Ça peut être chargé de communication, mais ça peut être responsable communication. Ça peut être un CV pour une PME, un CV pour une grande entreprise. Voilà, on ne mettra pas forcément en avant les mêmes choses. Tu peux faire un CV par réponse à une candidature, comme ça tu ne te perds pas dedans. Voilà, donc on vient de voir 10 conseils. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Je ne sais pas si il y a d'autres qualités de CV que toi tu attends peut-être en tant que recruteur, que toi tu as fait super attention en tant que candidat. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses pour cette vidéo et ces 10 conseils sur le fond de ce que tu dois mettre dans ton CV. Voilà, ben, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!